Les procès du siècle. Une série de rencontres imaginées et produites par le MUSEM. Saison 3, lutte en partage. Réunissant témoins, spécialistes et pièces à conviction, les procès du siècle appellent à la barre les forces qui mettent en tension nos sociétés contemporaines et ouvrent un espace d'échange citoyen. Cette troisième saison convoque les luttes pour les droits humains et pour les droits de la Terre. Elle explore les causes à défendre pour mieux vivre ensemble et mieux habiter notre planète. On vit en société. Donc à partir de ce moment-là, l'intime est politique. Les procès du siècle, saison 3. Lutte en partage. 16 épisodes enregistrés en public dans l'auditorium du MUSEM de novembre 2023 à mars 2024. Épisode 14. Enfance colonisée, enfance exilée. Avec Joey Bourguin, Philippe Vital et Thomas Legrand à la modération. Bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir, si nombreux, autour du thème du déracinement. Et deux cas de figure absolument différents, mais qui ont en commun tout de même la question coloniale et la question post-coloniale. Je vous présente Joey Bourguin, Bonjour. enseignante dans le secondaire, prof de français à Stains, en Seine-Saint-Denis, et militante antiraciste et féministe, autrice de L'adoption internationale, mythe et réalité. Et vous avez été adoptée, une adoption internationale, puisque vos origines sont sud-coréennes, et votre livre est passionnant parce qu'il s'agit d'abord d'un témoignage personnel, mais aussi un livre presque politique qui interroge sur la question coloniale, post-coloniale, sur l'identité, les racines. Et vous détruisez de façon parfois dérangeante, vous détruisez certains stéréotypes et le mythe de l'adoption altruiste. Philippe Vital, auteur de Les enfants de la Creuse, idées reçues sur les transplantations de mineurs de la Réunion en France. Et c'est une histoire récente finalement, parce que c'est entre 1962 et 1984. 2105 enfants ont été transplantés. On a été chercher ces enfants, ces jeunes enfants à La Réunion pour les amener dans la Creuse. La Réunion est essentiellement trop peuplée, la Creuse n'était pas assez peuplée, et vous allez nous en parler. Donc mythe et réalité, idées reçues. Ce soir, on va tenter de casser quelques certitudes bien ancrées dans la société. Il y aura des témoins, des pièces à conviction, et puis vos récits. Et on va commencer par vous, Joey. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez voulu écrire ce livre? Et vous dites à un moment que les parents d'enfants adoptés à l'étranger disent souvent mais pour nous, il n'y a pas de différence entre toi et les autres, tu es comme nous. Et finalement, c'est une parole qui est compliquée à entendre. Alors déjà, il n'y a pas un mythe, c'est une mythologie. C'est un ensemble de mythes qui s'entrecroisent, qui sont interdépendants. Et j'ai essayé justement dans ce livre de les analyser, de les décortiquer un par un, pour essayer de comprendre quelles en sont les spécificités. Le fait de croire par exemple qu'on va sauver un orphelin dans un pays pauvre, un pays du Sud, donc forcément qu'on aurait eu une vie misérable dans nos pays de naissance. C'est quelque chose, c'est aussi des mythes dans lesquels moi-même je baignais quand j'étais jeune, et c'est vrai que c'est le fait d'être retournée en Corée du Sud de 2013 à 2015, le fait d'avoir rencontré d'autres personnes adoptées qui avaient politisé la question en fait, des personnes notamment américaines ou scandinaves qui avaient réfléchi sur l'adoption non plus comme une affaire juste privée. Et donc, elles m'ont ouvert les yeux sur ça. Et c'est de retour en France en 2015 que je me suis rendu compte à quel point encore en France on baignait dans ces mythes, à quel point encore on considère que c'est une affaire individuelle, une affaire de famille, une affaire privée, alors qu'en fait il s'agit d'un système qui entrecroise différents rapports de domination, notamment des rapports nord-sud, donc des rapports coloniaux, et des injustices. Par exemple, le droit de faire famille dans les pays occidentaux repose sur le non-droit d'autres familles à ne pas pouvoir garder leurs enfants, à ne pas pouvoir les élever pour des raisons souvent socio-économiques. Et donc, c'est pour moi, ce droit versus non-droit, c'est un rapport colonial aussi.
Donc vous avez été en Corée du Sud parce que vous aviez 29 ans et parce qu'une amie s'y est installée pour y travailler. Oui, vous le dites dans le livre, c'est assez... Ça s'est fait de façon un peu accidentelle, c'est vrai, parce que j'avais pas l'intention, moi, d'y aller. Je m'intéressais pas plus que ça à mes origines. J'ai une amie américano-russe, en fait, qui m'a dit un jour, écoute, je pars en Corée et je vais être prof d'anglais là-bas. Je lui ai dit, ah bah c'est marrant, on n'avait jamais parlé de mes origines et je lui ai dit, bah tiens, c'est marrant, je suis d'origine sud-coréenne, donc si tu y vas, je viens te voir. Et ça a commencé comme ça. J'y suis allée une première fois en 2012, durant un mois, pendant l'été. Et ça a été vraiment une forme de découverte. Je vivais une forme de récit initiatique aussi, de voir l'impression, cette envie très forte, ce besoin même de retourner pour essayer de récupérer une partie de ce que je considère une partie qui m'a été volée, une partie dont j'ai été dépossédée via l'adoption en fait. Donc c'est pour ça que j'y suis retournée en 2013 et que je suis restée 1 an et demi pour apprendre la langue, la culture. Et émotionnellement, c'était pas évident du tout, puisque c'est vrai qu'on ne se sent pas forcément à sa place, même si physiquement on ressemble aux personnes qui sont là-bas. Quand on venait me parler, je ne savais pas parler coréen, donc j'avais appris une phrase toute faite en disant que j'étais adoptée et donc je ne pouvais pas répondre en coréen. Et par contre, en France, je suis vue comme une éternelle touriste en tant que personne, ce que j'appelle asiatiquetée, c'est-à-dire étiquetée comme asiatique, c'est-à-dire perçue dans l'imaginaire français comme asiatique selon un certain physique, notamment la forme des yeux. Ouais, étiquetée comme telle. Et du coup, un joli mot valise. Oui. Et du coup, on me perçoit comme une touriste. D'ailleurs, on me parle encore en anglais des fois. Et donc, j'ai développé cette capacité. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que je suis prof de français, je sais pas, mais en tout cas, à essayer de prouver ma francité en quelque sorte, en m'exprimant bien, etc. Pour dire, non, je suis pas étrangère. J'ai les codes. J'ai été élevée en France. Et alors, du coup, j'ai vécu les choses de manière inversée en Corée, en ayant cette tranquillité dans les espaces publics. Mais du coup, c'était le contraire. Quand on me parlait, j'étais démunie, quoi. Et alors, il y a quelque chose qui m'a étonné, c'est que vous dites qu'en arrivant en Corée, vous-même, il y a des stéréotypes qui ont été cassés. Vous dites, tiens, tous les Asiatiques ne se ressemblent pas. Oui, parce que le racisme, pour moi, c'est un système dans lequel on baigne. Et je ne suis pas exempte de racisme. Et y compris envers ma propre communauté, surtout le fait d'avoir été adoptée, j'ai été assimilée totalement, j'ai été blanchie, et donc j'ai forcément intégré des biais et des clichés racistes. Il y a un mot qui m'intéresse aussi dans ce livre, c'est la fétichisation. La fétichisation des enfants adoptés à l'étranger. Oui, parce qu'on parle souvent de fétichisation dans tout ce qui est sexuel, etc. Là, je parle de fétichisation particulière à l'égard des enfants, que ce soit des enfants racisés de manière générale, que ce soit des enfants adoptés ou des enfants métis. Parce qu'il y a des personnes qui se mettent en couple aussi avec des personnes racisées pour avoir des enfants métis. Et donc cette fétichisation, pour moi, c'est du racisme. On va objectifier en fait un individu. On va le chosifier. On va pas le considérer dans ses particularités, dans ses spécificités individuelles, mais on va juste le voir comme le représentant d'une communauté qui est souvent exotisée, etc., essentialisée, tout ça. Et du coup, moi, je pense vraiment que ça se joue au niveau de l'adoption, ne serait-ce qu'à travers le choix du pays d'origine, du pays dans lequel on va adopter. La dimension raciale se joue, en fait. Contrairement à ce que vont dire les candidats à l'adoption, non, je suis pas raciste, non, c'est pas vrai. Non, si je choisis un enfant asiatique, par exemple est-asiatique comme moi, il y a des clichés forcément de l'enfant docile, la petite poupée. Tout ça fait partie de la fétichisation en fait. Et c'est pour ça qu'un de vos chapitres c'est intitulé « Le mythe de l'adoption comme acte non raciste ». Je considère que le non-racisme n'existe pas. On ne peut pas, comme je vous l'ai dit, être en dehors du système. On baigne dedans, donc c'est pas possible d'être en dehors. On peut être antiraciste. Antiraciste, c'est autre chose, c'est-à-dire avoir conscience de justement son positionnement socio-racial, agir en conséquence. Mais c'est pas, ça concerne le racisme, le sexisme, toutes les formes de discrimination, mais c'est un effort quotidien que d'essayer de comprendre ses propres biais, en fait. On va revenir un petit peu plus tard avec le premier témoignage que nous allons entendre sur la position des parents. Parce que c'est vrai que
certains parents qui ont adopté des enfants à l'étranger peuvent aujourd'hui, en vous écoutant ou en vous lisant, se demander s'ils n'ont pas fait un acte finalement raciste, ou en tout cas pas non raciste, pour prendre votre double négation qui excuse un peu. On va y revenir tout à l'heure. Mais on va continuer avec vous. Philippe Vital, expliquez-nous d'abord comment la République française a pu décider comme ça qu'il fallait déplacer, déraciner, faire traverser la moitié du globe à 2105 enfants. C'est une très très vieille histoire, cette histoire démographique qui inquiète les politiques réunionnais depuis le début du siècle d'ailleurs. La Réunion, ça va imploser, parce qu'il y a trop de naissances, etc. Donc ça commence très très tôt. C'est vraiment le début 1963 quand Michel Debré est élu député. Et il décide, dans le BUMIDOM, qui était le bureau des migrations intéressant les DOM, qui fait circuler 180 000 personnes jusqu'en 1981, de 63 à 81, c'est sous Mitterrand que ça s'arrête, majoritairement de la Caraïbe, mais 70 000 Réunionnais. Donc dans ce contingent de travailleurs, qui sont appelés dans l'Hexagone pour des emplois dans cette France du baby-boom, eh bien, il y a une opération complètement souterraine. On a cette idée complètement délirante d'envoyer des mineurs en se disant, mais eux aussi, ils vont partir pour trouver l'Eldorado, etc., etc. Donc, 2015 mineurs de 6 mois jusqu'à 21 ans, dont on a annoncé qu'ils reviendraient sur le territoire et dont les parents, puisque je pourrais revenir sur les statuts, certains avec leurs parents vivants, ne les ont jamais revus. Comment ils ont été pris ? Ils ont été... Si vous voulez, ces enfants-là, il y avait 3 statuts. Donc, les orphelins, ceux qui n'avaient plus de parents, ou alors des orphelins d'État, puisqu'on peut être orphelin tout en ayant ses parents. Deuxièmement, les recueillis temporaires, on s'aperçoit qu'on ne peut plus gérer ces enfants et on décide là de les remettre à la DAS pendant un temps. Et puis, par décision de justice, s'il y a une dénonciation ou s'il y a des violences intrafamiliales, l'enfant est retiré aux parents. Donc 3 statuts. Le problème, c'est que ces 3 statuts-là se sont retrouvés dans l'Hexagone. Vous pouvez vous douter que ça s'est mieux passé pour les tout-petits que pour les adultes. Enfin, les adultes, les pré-adultes. Dans les 2 ans d'enquête, même si j'y travaille depuis 20 ans, il se trouve que ceux qui ont vraiment des pathologies les plus lourdes sont ceux qui sont partis plus tard. Et alors, ils étaient répartis dans des familles ? Ils étaient dans des foyers, notamment le foyer de Guéret. Et ils étaient en attente d'adoption, mais par exemple pour celui qui est le plus connu, le foyer de Guéret, il préférait évidemment rester dans le foyer de Guéret. Parce que, déjà parce qu'ils se retrouvaient entre réunionnaises et réunionnais, et puis il y a toute une histoire, il y a un éducateur réunionnais qui était là-bas et qui faisait de la nourriture créole, des caries, et maintenait un lien culturel, quoi. Mais pour les autres, ils étaient adoptés et puis les fratries étaient séparées. Ça, c'est un élément très, très troublant, mais qui répond, on pourra en parler, à la psychologie et aux attentes de l'ASE de l'époque. Il fallait séparer, il fallait couper l'enfant de son milieu. C'était en pédiatrie, en psychologie de l'enfance, on était là-dessus. Hein. Et en 2002, un procès ? Alors, 2002, c'est Jean-Jacques Martial qui fait un procès qui demande 1 milliard d'euros à l'État pour séquestration, rafle, enlèvement de mineurs. Il perdra son procès. Ils ont perdu tous les procès qu'ils ont amenés jusqu'en Cour européenne des droits de l'homme. Mais c'est ce qui va lancer, la machine, puisque 2002, il y a un rapport de l'IGAS 2 ans après. Il y aura une résolution de loi lancée par Erika Barèche en 2014. Des excuses, alors... Là, c'est un épisode troublant aussi, c'est-à-dire que le président Macron va écrire aux associations, alors que j'étais président de commission mandaté par l'État, il écrit aux associations pour dire qu'il y avait une faute de l'État. Ça n'a aucune valeur, hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu se retourner contre l'État. Mais il écrit aux associations pour dire, vous imaginez, je ne sais pas si le public dans la salle peut imaginer, on vous dit mener une expertise sur ce qui s'est passé. Et puis, sans que personne ne soit prévenu, le président de la République écrit aux associations pour dire qu'il y avait une faute de l'État.
2014, résolution de loi. 2016, la commission. 2018, on rend le rapport. Et aujourd'hui, ils continuent leur combat. Quelles ont été leurs vies en général ? J'imagine que c'est assez varié. Alors certains disent qu'ils ont réussi, qu'ils se sont adaptés, insérés. Moi je les cite à chaque fois parce qu'on ne donne toujours qu'un élément, ceux qui revendiquent, mais il y en a d'autres qui, le Cercle des Amitiés Créoles de la Creuse, porté par Jean-Pierre Moutoulatchimi, donc eux s'appellent les Creuséoles. Ils sont appelés les Creuséoles. Autre joli mot valise. Ils disent qu'ils ont une double identité, que pour eux ça a été une chance. Et je me dis qu'on les cite peu et je ne vois pas, comme vous le disiez pour le racisme, je ne vois pas pourquoi je donnerais qu'un élément de cette affaire. Il y en a qui revendiquent. Mais je vais être honnête avec vous, pour tous ceux que j'ai interviewés, j'en connais à peu près 150 sur les 2015. Je n'en ai pas connu un ou une qui, à la fin de l'interview, des interviews très, 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 très longues, de 4-5 heures, ça finissait toujours en larmes. Même pour celles et ceux qui disaient « ça a bien fonctionné pour moi ». Ça a bien sûr eu un impact sur les corps. Il y a eu une véritable violence sur les corps. On ne déplace pas, on ne transplante pas des individus sans leur demander leur avis. Parce que le problème, il est bien là. Vous parliez de morale tout à l'heure. Qui est-on pour décider du bien pour l'autre ? Est-ce que vous connaissez le taux de ceux qui sont retournés à La Réunion, retournés vivre à La Réunion ? Ils sont très très peu, ils sont moins de 5%. Ils ne sont bien nulle part. Ils ne sont bien nulle part. Ils ne se sentent pas bien dans l'Hexagone. Quand ils vont à La Réunion, comme ils ne parlent pas le créole pour une grande partie, ils ne sont pas acceptés. Et là aussi, on construit un mythe. Vous parliez de mythe. Eh bien, à La Réunion, parfois, ils ne sont pas bien accueillis, pas du tout. Puis je pense qu'à La Réunion, il y a un peu une gêne, une honte, parce que des individus savaient, la population savait quand même, et on a laissé partir. Alors moi, je n'ai pas de morale à faire, je suis ni juge, ni avocat, mais je crois que derrière tout ça, il y a un épisode de trouble dramatique et qui gêne un peu tout le monde, y compris les familles. On les a interviewés. Pour certaines, ça s'est fait en créole, etc., qui nous disaient « Mais moi, j'avais 7, 8 enfants, je ne pouvais plus les nourrir. Je les ai laissés partir volontiers. » Là où il y a dol, là où il y a tromperie, c'est qu'on leur a promis qu'il y aurait un retour. Et que ces enfants-là, on a substitué l'article 58 du Code de l'enfance, c'est-à-dire qu'on a considéré ces enfants-là comme nés sous X. C'est là où il y a tromperie. C'est là où il y a dol. Mais que les familles, il y en a qui les ont laissés partir sciemment. Moi, je n'ai jamais considéré les personnes comme des aliénés. Moi, je considère que l'acteur, il peut être agent de sa propre subjectivité. Mais il y a une violence d'État derrière. Joey Bourgain, on va passer maintenant à votre pièce à conviction qui va s'afficher et vous allez nous commenter ça. Alors voilà, c'est vous. Alors, j'ai choisi la photo qu'on a prise de moi bébé à l'orphelinat. Je trouve que ça représente assez bien le fait d'être un peu chosifié, quoi, d'être étiqueté, un objet. Vous disiez tout à l'heure étiqueté. Oui, mais là c'est vraiment l'idée d'être comme une marchandise, puisque en fait, faut savoir que pour l'adoption internationale, il y a une transaction financière qui se joue et qui n'a pas lieu dans le cadre d'adoption nationale en France. C'est uniquement au niveau international, et donc il y a de l'argent il y a des sommes d'argent en jeu qui dépendent en fait du pays. Et à l'époque, quand j'ai écrit mon essai en 2021, j'avais regardé un petit peu et ça allait de 5 000 € pour le Mexique à 20 000 € pour la Russie, quoi. Et en fait, il n'y a rien qui justifie... Enfin, personne n'est en capacité à l'heure actuelle de dire où va exactement cet argent. On va vous dire que ça sert des démarches administratives, des avocats, etc. Mais clairement, qu'est-ce qui justifie un tel différentiel donc voilà, j'ai choisi ça donc juste pour revenir sur le côté marchandisation, trafic un peu d'un être humain. Le fait que voilà, j'ai mon nom coréen, un numéro de dossier avec ma date de naissance. Et ça, c'était le petit bracelet que j'avais quand je suis arrivée à l'aéroport, puisque mes parents adoptants n'ont jamais mis les pieds en Corée du Sud. Là, on voit votre nom, mais quand vous êtes arrivé en France, vous avez eu un autre nom.
Oui, j'ai été nommée. Et ça aussi, c'est quelque chose de très colonial. Les premiers colons, quand ils arrivaient sur les terres, première chose qu'ils faisaient, c'était de nommer la terre pour la posséder. On nomme un enfant pour le posséder aussi, d'une certaine façon. Le fait de nommer pour posséder. Oui, c'était Justine. Et c'est vrai, quand je suis revenue en France, j'ai fait cette démarche de récupérer officiellement mon prénom sud-coréen. Après mon séjour en Corée, etc. Justement pour marquer le côté hybride, garder mon nom de famille français et récupérer mon prénom coréen. Je parle dans mon livre de ce que j'appelle la charge transraciale, ce coup psychologique du fait d'être une personne transraciale, d'avoir cette identité, de naviguer entre deux identités raciales et de pas forcément trouver sa place. Et en fait, c'est un coup au quotidien. Et le fait que, par exemple, si je me présentais pour un emploi ou pour un logement, soit ça partait de l'étonnement dans le regard à la question mais c'est bien vous, enfin, puisqu'au téléphone voilà, j'ai pas d'accent, donc ça se voyait pas que j'étais d'origine asiatique. Et donc j'ai voulu marquer officiellement ce côté hybride pour me décharger un petit peu, on va dire, de ça, de ce coup psychologique au quotidien aussi que ça peut impliquer d'avoir un nom bien franco-français quand on est une personne racisée. Très bien, on va appeler le témoin numéro 1. Premier témoin. Bonsoir, je m'appelle Fabienne et ce soir, pour vous, dans ce procès, je serai Nathalie. Alors voilà, je m'appelle Nathalie, j'ai 58 ans, je vis à Strasbourg avec mon mari Joël et nous sommes tous les deux hauts fonctionnaires au Parlement européen. On fait un métier très intéressant et on gagne très bien notre vie. J'ai toujours voulu avoir des enfants. Un enfant, c'est ça ce que je voulais. Parce que comme on travaille beaucoup, il fallait que ça reste simple. Et une petite fille de préférence. Ce besoin d'enfant, c'était une évidence pour moi. Et pour Joël aussi, dès qu'on s'est mariés. Mais après plusieurs années et de nombreux rendez-vous médicaux, on m'a annoncé que je présentais un symptôme d'absence d'ovulation et qu'il fallait que je me résolve à ne pas pouvoir procréer moi-même. Je me souviens très bien, c'était le 22 décembre 1996, quelques jours avant Noël, j'étais effondrée. Il fallait que j'aie un enfant. Et puis, à la rentrée des vacances, lors d'une mission à Bruxelles, j'ai connu Carmina. Carmina était espagnole et elle venait d'adopter une petite fille au Guatemala. Une petite Consuelo tellement mignonne avec ses grands yeux noirs écarquillés. Moi, à 31 ans, j'étais pressée de trouver une solution. Mais elle m'a garanti que cela pouvait être très rapide. Les procédures là-bas étaient si efficaces. Et puis, ça nous a fait rêver avec Joël. Et comme on est très bruns tous les deux, on se disait qu'aussi bien notre petite fille nous ressemblerait. Et en effet, ça a été très rapide. Nous avons pris contact avec l'association caritative qui avait tout réglé pour Carmina. Nous avons eu de nombreux échanges avec eux. Ils nous félicitaient de donner ainsi la possibilité à un enfant abandonné d'avoir une vie meilleure. Ils nous ont demandé ce qu'on voulait, fille ou garçon, et puis l'âge souhaité aussi. Alors on s'est dit que 2-3 ans, ça serait moins compliqué pour organiser notre vie quotidienne. Les nuits étaient faites et plus besoin de couches ni de biberons. Quelques mois après, ils nous ont rappelé et on est partis là-bas très vite. Et alors, ils nous ont présenté celle que nous avons tout de suite appelée Laura. En tant que Français, habitués à la paperasse, je me souviens qu'on était étonnés et ravis de cette facilité. 10 000 $ au notaire, destinés à couvrir les frais de l'association et à dédommager les familles dans le besoin, et un simple acte notarié qui vaudrait certificat de naissance en France. Bref, nous étions nouveaux parents et repartions avec notre fille à qui on allait offrir une vie meilleure, une vie nouvelle. On a beaucoup fêté ça avec nos copains, à notre tour, parce qu'on était vraiment très heureux. On a tout de suite décidé que ça ne serait pas tabou. Et dès que possible, on a expliqué à Laura de quel pays elle venait. Et en plaisantant, on lui disait qu'elle avait quand même de la chance de s'appeler Laura Marnier. C'est vers ses 15 ans que les choses ont commencé à mal tourner. Laura voulait en savoir plus. Au début, elle ne comprenait pas qu'on puisse même pas lui dire de quelle ville exactement elle venait, au Guatemala. Puis elle voulait savoir si ses parents étaient encore vivants, qui ils étaient,
Est-ce qu'il l'avait vraiment abandonnée ? Qu'est-ce qu'on en savait, nous ? Peu à peu, elle est devenue très agressive avec nous, et nous, on lui en voulait de ne pas être reconnaissante avec tout ce qu'on avait fait pour elle. On a fini par contacter l'association par laquelle on était passé pour chercher des réponses. Ils nous ont répondu qu'ils ne disposaient pas de ces données. La vie est devenue infernale, mais on disait trop rien à nos amis, on voulait encore y croire. Aujourd'hui, Laura a 27 ans. Elle vient d'avoir une petite fille que nous ne connaissons pas et elle est partie au Guatemala. Là-bas, il y a des associations qui aident les enfants adoptés à retrouver leurs origines, leurs parents, s'ils vivent encore. Et il paraît que les parents de là-bas auraient pu être peut-être influencés à l'époque pour laisser leur enfant et qu'ils auraient peut-être pu être amenés à signer des papiers sans les comprendre. Laura nous dit que, tant qu'elle ne saura pas, elle ne reviendra pas en France. À nous d'aller là-bas, si on veut vraiment la retrouver. Je vous remercie. Merci. Fabienne qui a composé ce récit d'après plusieurs témoignages. Comment vous réagissez à ce que vous avez entendu ? Est-ce que vous reconnaissez des gens ? Ce que j'ai reconnu, c'est le fait que l'adoption vient en dernier recours. Le fait que pour beaucoup de parents adoptants, ils essaient d'abord d'avoir des enfants biologiques et parce qu'ils n'y arrivent pas, ils adoptent. Et souvent, l'adoption internationale, c'est plus rapide. Parce qu'il y a aussi, comme on parlait de l'argent, de la transaction financière, que l'adoption nationale. Et puis, l'adoption internationale, on peut choisir. On peut choisir l'âge, etc., si on met l'argent. Oui, c'est les adoptés, pour revenir toujours sur cette métaphore de l'objet, on est comme des lots de consolation, en quelque sorte. Et oui, il y a aussi cette dimension, la rupture familiale. Il y a aussi énormément de cas de personnes adoptées qui ne sont pas comprises au sein même de leur famille, par leurs proches, qui vivent un isolement aussi très fort. Et ça, c'est des choses qui me tiennent à cœur aussi, puisque je suis cofondatrice d'une association qui s'appelle Adopte Écoute. Et on n'est que des personnes adoptées. On propose une permanence téléphonique pour les personnes adoptées tous les samedis après-midi. Et parce que, en fait, on se rend compte, y compris en parlant avec des thérapeutes, des psychologues, qu'il y a très peu de choses au sein de leur formation autour des problématiques identitaires, notamment des personnes adoptées. Il y a encore pas très longtemps, l'adoption était un acte altruiste, on allait sauver quelqu'un, et c'est simplement depuis quelques années qu'on le conçoit comme un acte douteux et néocolonial presque. Oui, et à partir du moment, pour moi, où il y a de l'argent aussi en jeu, il y a quelque chose de biaisé, quoi, au sein même du système, en fait. Et même tout le contexte, les textes de loi comme la Convention de La Haye, etc., c'est occidental. Les pays qui signent sont obligés de se déplacer aux Pays-Bas pour aller pour ratifier cette convention. Et donc tout est fait depuis l'Occident pour satisfaire un désir de famille occidental. Donc pour moi, le système en lui-même, il est problématique. C'est des choix politiques aussi derrière, des choix de mettre en place aussi des lois qui vont protéger les enfants, puisque le texte de loi, la Convention de La Haye dit que l'adoption internationale est une mesure de protection de l'enfance. Moi, je considère que non. Et dès les années 60, il y avait en Corée du Sud, il y avait une travailleuse sociale, Sidney Bima, qui a mis en avant le fait que l'adoption allait contre la protection de l'enfance. Là, aujourd'hui, encore en Corée du Sud, il y a une juriste qui s'appelle Lee Kyung-eun, qui met aussi en avant cet argument selon lequel les gouvernements se servent de l'adoption pour pouvoir justement ne pas mettre en place à l'intérieur de leur pays des politiques efficaces de protection de l'enfance. Puisque en Corée du Sud, par exemple, c'est principalement des mères célibataires qui ont dû se séparer, puisque le terme abandon, il est aussi très problématique, parce que c'est revenu dans le témoignage, oui. Mais qui ont dû se séparer souvent pour des raisons sociales ou économiques. Le gouvernement coréen donnait plus d'argent aux agences d'adoption, aux orphelinats par enfant,
que aux familles célibataires, que aux parents célibataires. Donc c'est aussi des choix politiques derrière. Et donc ça évite envoyer les enfants comme ça à l'étranger. Ça évite de mettre en place des politiques de protection de l'enfance à l'intérieur du pays. Donc c'est pour ça que moi, clairement, même si le terme est utilisé dans d'autres domaines, mais moi je dis clairement que je suis abolitionniste en termes d'adoption internationale. Je pense que c'est un système qui doit s'arrêter. On ne peut pas le réformer puisque dès le départ, il était fait pour satisfaire un désir d'enfant des familles occidentales. Merci, c'est intéressant. Philippe Vital, comment les adoptants ont l'impression de faire une bonne action? Est-ce que dans la Creuse, ceux qui ont adopté ou qui ont recueilli des enfants ont eu ce sentiment-là? Bien sûr. Vous m'avez dit tout à l'heure, c'était des justes. Oui, enfin, je vous disais que parce que la Creuse a souvent été désignée par rapport aux documentaires, par rapport à tout ça, comme la terre des négriers. La Creuse a été une terre de justes, une terre très engagée politiquement, et celles et ceux qui ont adopté ont cru le faire pour de bonnes raisons. Alors certains ont utilisé les adoptés comme gardiens de ferme. Il y en avait aussi, hein. Mais je pense qu'il y a une forme de religiosité qui est là aussi, c'est-à-dire cette idée, au-delà de l'humanisme, cette idée morale de faire le bien, mais c'est ce que je vous dis tout à l'heure, hein. Pourquoi et comment faire le bien sans demander l'avis de la personne, quoi. C'est une imposition, c'est du pouvoir. Mais bon, bien évidemment, moi je crois que par rapport, alors sans être spécialiste, je le répète, hein, mais dans les adoptions internationales, on en a parlé un peu en aparté avant, je pense que des événements comme l'Arche de Zoé, a contribué aussi à se dire mais il y a un trafic. On rappelle l'Arche de Zoé, c'est un scandale financier 2007 où il y a une centaine de gamins qui étaient présentés comme des orphelins du Darfour, qui en fait étaient des Tchadiens de mémoire, et où ça a fait un scandale parce que c'est une affaire de pognon. Et on se dit il y a quand même un problème. Alors il ne faut pas avoir que des éléments négatifs. La Convention de La Haye, avec tous les défauts qu'elle a au moins avancé ce principe de subsidiarité, de dire il faut que les pays favorisent l'adoption au sein des pays. En psychologie de l'enfant, on a vachement évolué. On est pour le parrainage, on est moins pour l'adoption plénière. On est pour cette idée de ne pas couper complètement l'enfant de son milieu d'origine et qu'il puisse avoir toujours des liens. Alors je ne vous dis pas que c'est le nirvana, mais on n'est plus à l'époque de Debré, je crois. Nous appelons maintenant le deuxième témoin. Alors c'est un témoignage très dur. Bonsoir, je vais vous lire un extrait de l'ouvrage de Dominique Rankin. On nous appelait les sauvages, souvenirs et espoirs d'un chef héréditaire algonquin. C'était un matin d'été, comme tous les autres. Je ne sais pas précisément ce que nous faisions ce matin-là avec mes sœurs et mes frères, car je n'avais que 8 ans et mes souvenirs de cette douloureuse matinée sont assez flous dans ma mémoire. Par contre, je me souviens nettement d'avoir vu surgir un agent de la Gendarmerie royale du Canada et un représentant du ministère des Affaires indiennes. Monsieur et Madame Rankin, nous avons reçu l'ordre d'amener vos 6 enfants au nouveau pensionnat des petits sauvages de Saint-Marc-de-Figuerie. Si vous résistez, vous agirez contre la loi. Nos pauvres parents furent pris au dépourvu, car malgré nos cris, rien n'y fit. Impuissants, mon père et ma mère, ce matin-là, se firent arracher ce qui leur restait de plus précieux, leurs propres enfants. Nous voici donc entassés dans un autobus en route vers un lieu inconnu. Il y a mon frère Willy, mes 4 sœurs et de nombreux autres enfants indiens comme nous. Nous pleurons, terrifiés. Au bout d'un moment, nous arrivons devant un grand immeuble entouré de champs à perte de vue, le pensionnat des petits sauvages. Des hommes en noir me déshabillent et me font asseoir tout nu sur une chaise de barbier et en un tournement, ils me rasent la tête. Je fonds en larmes. Et les paroles de mon père me reviennent. Tes cheveux parlent de ton énergie de vie. Ils sont tes antennes pour te garder en communion avec la terre, mais aussi pour accompagner les femmes. Ta chevelure est le signe de ton respect
pour le féminin. Puis nous sommes dirigés jusqu'à la douche communautaire. Nous qui avons été élevés dans le plus grand respect du corps et de l'intimité, nous voici brutalement plongés dans un univers des plus sordides. À la sortie de la douche défilent des petits garçons atterrés. Des larmes roulent silencieusement sur leur visage, mais la peur et l'état de choc dans lequel ils sont les laissent sans voix. Et je comprendrai bientôt pourquoi. 3 religieux nous attendent dans la douche, complètement nus, eux aussi. Sous prétexte de nous montrer comment nous laver, ils se servent de nous pour assouvir leur instinct sexuel malade. Cette inconcevable réalité sera le lot de 150 000 enfants amérindiens et inuits d'un bout à l'autre du Canada, en vertu de l'acte pour l'accompagnement à civiliser les tribus sauvages. Le gouvernement canadien s'était arrogé le droit de tuer l'enfant dans le droit de tuer l'Indien dans l'enfant. À partir de la fin du XIXe siècle, des fonds furent alloués aux communautés religieuses pour qu'elles prennent en charge l'éducation des jeunes autochtones de l'âge de 5 ans jusqu'à la fin de leur adolescence. Le tout dernier pensionnat indien ferma ses portes en 1996. Voilà, et sur 25 pages, il décrit la vie au quotidien dans cet orphelinat pour les petits sauvages. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Ce qui est inutile de rajouter du ton dramatique à ce qui est abominable. L'État canadien a fait des réparations, là, pour le coup. Il y a eu une excuse de l'État, mais vous savez, en termes de pouvoir sur l'enfant, sur des mineurs, hein, vous disiez pas utiliser que le terme. Nous, on employait ex-mineur de la Creuse, pour pas dire le terme enfant, justement. On en a chez les aborigènes, en Australie, les enfants de Liverpool, on vient d'en parler, la Guyanais. En matière d'enfance, l'homme a toujours été rempli de pouvoir. Et ce qu'on a entendu sur ces viols-là, je les ai entendus aussi dans le cas des ex-mineurs de La Réunion, bien sûr. Mais il y a hélas rien à ajouter. Eh bien, on va passer maintenant à votre pièce à conviction, Philippe Vital. Une carte d'identité, ou plutôt 2. Je suis obligé de me tourner. Avec une particularité. Je vais déjà remercier Valérie Anderson d'avoir accepté que je diffuse ces 2 cartes d'identité. Comme vous voyez, ce qui peut vous surprendre, c'est que ce sont deux cartes d'État. Donc celle, quand elle est partie à l'âge de 6 ans à La Réunion, qu'elle a été donc transplantée dans la Creuse. Et je vous laisse lire. Hein. Donc son nom a été changé, son prénom aussi, et son lieu de naissance également. Donc tout a été changé. C'était une pratique. Comme sur les nés sous X, c'est une pratique qui est répandue. Donc elle a ces 2 cartes d'identité. Alors elle s'est aperçue à 16 ans, elle ne savait pas qu'elle était adoptée. En fouillant dans l'armoire de sa maman, elle s'est aperçue qu'elle était une enfant qui est née à La Réunion. Et voilà, elle a eu 2 cartes d'identité. Alors scoop, et heureux d'ailleurs, puisque la semaine dernière, par le CNAOP, donc Commission nationale de l'accès aux origines personnelles. Ça faisait 6 ans qu'elle demandait à changer son lieu de naissance, et enfin, la semaine dernière, donc sur sa carte d'identité, elle ne sera plus née à La Brionne, mais, comme vous le voyez ici, à Saint-Paul de La Réunion, ce qui est une victoire, et j'espère que ça fera jurisprudence. Elle est en train de lutter pour le changement de nom et de prénom. Tout ça n'est pas facile, ça prend du temps, mais peut-être que dans 2 ans, 3 ans, si on se revoit, ici ou ailleurs, il y aura un changement sur sa carte d'identité, ce que je lui souhaite. Je me permets parce que du coup, ça me fait penser qu'en Corée, tout est centralisé aussi. Enfin, quelle que soit la ville où on est né, c'est Séoul. C'est la capitale. Moi, je sais que, en ayant accès à certaines informations dans mon dossier, je suis née à Busan, dans la région au sud de la Corée du Sud, et c'est Séoul. Ça reste Séoul, alors que je suis pas née à Séoul, en fait.
Donc officiellement, à chaque fois qu'on me demande mon lieu de naissance, je dis Séoul, mais je sais que c'est pas Séoul en fait. Et pour tous les adoptés, c'est la même chose. Ce que je précise, c'est que oui, c'est une situation là qui se double. Si vous voulez, dans cette affaire, ça se double de tas d'éléments pour ces ex-mineurs de La Réunion. C'était d'autant compliqué, mais pour les petits Bretons, les petits Provençaux, les petits Corses qui étaient adoptés, c'était la même chose. C'est pareil. C'était la même chose. Merci beaucoup. Et bonsoir à tous. Cette séance a été enregistrée le 26 février 2024 avec la participation de Dewey Bourguin, Philippe Vital, Caroline Chenu et Thomas Legrand à la modération. C'était le podcast Procès du siècle, lutte en partage. Une proposition conçue et mise en scène par le MUSEM. À la modération, Rokhaya Diallo, Nora Hamadi, Thomas Legrand et Paloma Moritz. En partenariat avec Libération, Simone et Ventilo. Réalisation, Copie Carbone. Rendez-vous sur le site du MUSEM pour plus d'informations sur la série et les pièces à conviction. Et retrouvez l'ensemble des épisodes de la saison sur votre application de podcast habituelle. Merci pour votre écoute et à très bientôt.